Donc, j'inviterai maintenant M. Pierre Simard à monter sur scène afin de rejoindre Mario pour la deuxième portion de la grande entrevue. Pierre a d'abord fondé Corporation financière Champlain en 2004 avec l'objectif de faire des investissements dans le marché canadien des petites et moyennes entreprises. Avant son lancement, Pierre a travaillé pendant plusieurs années comme banquier d'affaires avec Lazare Frères & Co. et au sein d'autres banques d'investissement à New York ainsi qu'au Canada. Bien connu du milieu des affaires au Québec, Champlain est aujourd'hui une société de capital investissement qui assure la gestion de portefeuilles de placements privés comprenant plus de 33 investissements partout au Québec, au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires et aux entreprises de son portefeuille en leur fournissant des capitaux propres, du financement et bien sûr une expertise en gestion opérationnelle. Aujourd'hui, parmi les entreprises de Champlain, pour en nommer quelques-unes, on compte Groupe Grandio, comprenant entre autres les restaurants La Cage, les restaurants Cochon d'Inde, le Café du Monde à Québec, chez Lionel, Hiru Izakaya aussi, une nouvelle chaîne qui vient de démarrer. Groupe JLD Lagu, qui possède plus de 16 concessionnaires John Deere et des concessionnaires Peterbilt, ainsi que plus récemment, ils ont fait l'acquisition de Location Sauvageau et Location Jean Ligaré. Depuis tout récemment également, ils ont fait l'acquisition de Armoire Cuisine Action. Ils ont également un investissement dans les manteaux Canuck, les Onaya, Louis Garneau Sport, Transport Internord et G2MC, le holding qui possède les enseignes Most, la Galerie du Meuble, Maison Corbeil, les Jardins de Ville et plusieurs autres. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, messieurs. Merci. Merci, Jean-Christophe. Alors, Pierre, bienvenue. J'avais juste peur avec tout ce qu'il y a à faire, Pierre, qui arrive en retard puis qui arrive pas à temps. Il est là, je suis content. C'est un plaisir d'être ici. Oui. Alors, écoute, moi, encore une fois, quand j'ai accepté de dire je vais m'impliquer dans ça, je vais prendre des gens avec qui on fait des affaires, donc je peux parler de façon personnelle, témoigner de l'appréciation qu'on a pour toi personnellement, Pierre, puis de ton groupe de Champlain. On a eu depuis plusieurs années à collaborer avec vous. Alors, je voulais juste le dire. Et là, on passe dans un style complètement différent. Évidemment, Fonds de solidarité, un classique institutionnel. Puis ici, c'est une autre approche. Puis je préfère que tu nous expliques un peu c'est qui ce Champlain, ça, depuis quand ça existe, c'est quoi un peu votre modèle d'affaires, puis vous démarquer par rapport aux institutions qu'on connaît. Puis après ça, on fera d'autres questions, mais juste pour situer la salle. Évidemment, nous, on sait c'est quoi, mais... je pense pour commencer, je dirais qu'on s'est défini un peu comme un complément aux options qui se valorisent pour les entrepreneurs. Notre modèle est un modèle plus décentralisé. On pourrait se dire un hybride entre les fonds, les fonds du Québec traditionnels, comme nos collègues chez Sagard, Novacap et tout ça, et de notre côté, les institutions qui investissent beaucoup directement et très actifs, comme Julie parlait ce matin, Fonds de solidarité, Fonds d'action Desjardins. Nous, on travaille en partenariat souvent avec ces institutions-là. Donc, on est partenaire avec le Fonds de solidarité dans une entreprise, beaucoup avec le Fonds d'action et Desjardins Capital. On est partenaire de notre côté avec Novacap dans une société aux États-Unis, avec le groupe Claridge dans une société dans les maritimes, dans la transformation de crabes et de homards, avec la famille McCain de McCain Food dans une entreprise alimentaire. Donc, notre modèle est à tort ou à raison, est un modèle plus qui se customise, excusez l'expression anglophone, à des situations. Et notre modèle est aussi assez décentralisé. Pour donner une idée, comme mentionné auparavant, on est investi dans 23 plateformes, donc plus de 35 entreprises. Donc, on parlait du groupe G2MC, qui est connu sous Maison Corbeil, Jardins de Ville, mais qui a commencé il y a 12 ans avec l'acquisition de Galerie du Meuble à Québec, une entreprise de 2 magasins qui faisait 20 millions de dollars, mais qui avait une belle gestion. Puis on voyait dans ce groupe-là un potentiel de développement. Puis on regardait le marché de Montréal, puis il y avait déjà des affinités avec d'autres détaillants. Donc, bon an, mal an, 12 ans après, on se retrouve avec une plateforme qui s'appelle G2MC, avec plus de 6 marques, qui est passée à plus de 200 millions de dollars de revenus. On est en Ontario, on est ouvert à Toronto sous la bannière Home Société, Ottawa plus récemment, on ouvre 2 autres magasins en Ontario.
Donc, on progresse à travers le temps et on a, dans ce cas-là, comme d'autres qu'on pourra décrire, on a fait équipe avec la famille, et je dirais même les familles. La famille Vaillancourt à Québec, la famille Corbeil à Montréal et la famille Bourque de Jardin-de-Ville. Puis, au fil des années, certains membres de la famille se sont retirés, ont voulu prendre leur retraite, et d'autres ont continué, et en même temps, on développe la prochaine génération. Donc, dans cette entreprise-là, on a les fils et filles de la famille Bourque, fils et filles de la famille Corbeil qui sont impliqués, et on joue un peu le rôle de catalyste, on bridge les deux générations, et on a amené un exécutif avec nous, qui est un ancien de Best Buy, qui est un ancien consultant de la firme McKinsey, qui avait fait beaucoup de supply chain, de rôle de finance et tout ça. Maintenant, son nom étant Philippe Arata, qui est le président du conseil exécutif du groupe G2MC. Donc, on a créé une structure dans laquelle on a un bon pied à terre d'un membre de Champlain dans l'équipe de gestion. Ça nous permet, avec des gens d'opération très forts comme ça, de se focusser plus sur les enjeux stratégiques de financement et tout ça, parce qu'on a une petite équipe, on est seulement 7. On est un partenariat de 7 personnes qui gèrent plus de 25 et plus entreprises, plateformes, pour utiliser. Donc, ça amène beaucoup de responsabilités décentralisées. On essaie de trouver des partenaires opérateurs très forts avec nous. On a ici l'équipe, des membres de l'équipe François-Xavier et Caroline du groupe Grandio, fait l'équipe avec Jean Bédard, que vous connaissez probablement toutes et tous. Il est au golf aujourd'hui. C'est ça. Et Jean a bâti une équipe extraordinaire dans le groupe Lacage. On a procédé à la privatisation l'an dernier, qu'on a clôturé en janvier 22, excusez-moi. Et aujourd'hui, un an après, on a déjà fait trois acquisitions qui se sont joints à la plateforme. Et ça, c'est grâce à nous, bien entendu, on joue notre rôle. On aide beaucoup dans les acquisitions, dans le financement. On a nos conseils d'administration, mais il faut rendre le crédit à César. On travaille avec des équipes très, très fortes et l'équipe dirigée sous Jean assume énormément des responsabilités et on se complémente. Pour eux, ça leur donne un appui nécessaire pour faire leur consolidation, le capital, bien entendu, qui est requis. Et pour nous, ça nous facilite la tâche beaucoup d'avoir des gens très forts comme ça. Point pour te faire un lien pour les gens dans la salle, savoir quand peut-être lâcher un coup de téléphone à l'équipe de Pierre Simard ou ceux qui sont proches d'eux, c'est que moi je peux témoigner de ça pour l'avoir vécu. En fait, les deux transactions où entre le moment que j'ai reçu un coup de téléphone pour dire on dit il y a une opportunité, faut se présenter à la gate, puis faut closer. Mon record, c'était avec vous autres, que je tiens à le dire. Puis assez bizarrement, je vous dis, j'ai oublié de le dire, mais l'autre, c'était avec le Fonds de solidarité. En 3 semaines avec le Fonds, puis vous autres, je retourne notre base sur une affaire pour rentrer dans la porte en moins de 10 jours. Ça, c'était au mois de janvier l'an passé. Ce que je veux dire, on n'a pas closé en moins de 10 jours, mais on est allé sécuriser qu'on fasse partie du bid. Mais ça, je tiens à le dire, parce que parle-moi, en tout cas, moi, je veux pas parler à la place, mais la souplesse que vous apportez à des entrepreneurs qui parlent de des entrepreneurs, ça, moi, ça me frappe. En tout cas, moi, je dis bravo pour ça, mais peux-tu peut-être me parler, parce que c'est pour mettre ça plus clair dans la tête de ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi vos critères de sélection qui font en sorte que vous dites « Hey, ça, là, on va le faire, ce deal-là. Ou on le fera pas. Puis après ça, trouver le cash, ça, je sais que vous l'amassez vite, c'est pas long, mais pourquoi vous dites on le fait, ce deal-là, ou on le fait pas? Je pourrais dire beaucoup de belles choses, mais il y a aussi pour peut-être mettre, il y a aussi une réalité économique. Ouais. Bon, on vient de vivre 2 ans de COVID qui étaient très difficiles à vivre, mais dans les marchés des capitaux, c'était 2 très belles années. D'accord? Tu parles avec nostalgie, on dirait. C'est ça, avec nostalgie. Mais ça a amené beaucoup d'opportunités, coût de financement très bas, beaucoup d'entreprises à vendre, le financement et tout ça. Donc, ça a amené une vague d'acquisition, une vague puis on a été pris là-dedans. J'utilise le terme pris parce que c'est une réalité. Il y avait, je veux pas dire que c'était un peer pressure, mais il y a eu une course un peu, course à la montre durant la pandémie pour profiter de cet arbitrage-là dans les marchés des capitaux. Puis ça a créé, comme nous, on a grossi beaucoup notre portefeuille. Puis je pourrais vous dire qu'on n'a pas tout le temps pris le temps de dire, sélection, puis
on fait le top-down, l'approche top-down. Il y a eu beaucoup d'opportunités qui nous ont été présentées, puis on a sauté dessus parce que l'appât était intéressant. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une économie, faut en parler, qui est en période d'ajustement. 2023 va être une période difficile. Je pense que les gens réalisent pas encore totalement l'impact des taux d'intérêt. On en parle beaucoup, là, vous savez, dans les médias, l'impact sur les hypothèques de maison et tout ça. Et tout ça, ça va se traduire. Puis nous, c'est ça qui est intéressant dans la position ce qu'on est, c'est qu'on a un peu un bellwether sur plusieurs secteurs de l'économie. Donc, tu sais, on vend des meubles, on fait de la transformation alimentaire, on vend des marques des marques de commerce, de fashion wear et tout ça. Donc, on voit beaucoup la transition des habitudes de consommation. Il y a des secteurs qui sont très résilients jusqu'à présent, comme la restauration. C'est pas dû à l'augmentation du trafic, c'est dû beaucoup à l'inflation. Vous savez, les factures de restaurants sont de 15, 20, 25% plus élevées qu'ils étaient il y a 2 ans. Donc, il s'agit de maintenir son trafic et garder les mêmes marges et ça donne des résultats intéressants. Donc, c'est un secteur ça, qui, à date, est résilient. Mais on voit des fléchissements dans la vente de produits comme les meubles et beaucoup dans le secteur là, des produits de sport, de consommation de sport, que ce soit on est impliqué dans les vélos, on est impliqué dans les manteaux d'hiver, on est impliqué à travers la Canadienne, dans les bottes de mode et tout ça, footwear. Puis là, on commence à avoir du fléchissement, puis il faut se préparer à ça. Donc, il y a oui, on fait beaucoup de critères ça revient souvent, bien entendu, comme, présenté au le management, la qualité des gestionnaires, on se retrouve souvent dans les marques. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est de s'associer à des marques, comme on vient de nommer. Donc, on est moins, mettons, présent dans le secteur de la transformation industrielle. On n'est pas des experts en manufacturier, mais où ce que je crois qu'on a développé de bons atouts, c'est que ce soit dans l'alimentation, dans les produits de consommation, les marques. Donc, que ce soit, comme on a dit, Canuck, Canadienne, Louis Garneau, les Onaya et tout ça dans différents secteurs. Mais donc, c'est ça qui nous définit un peu comme... Et puis, on parle de taux d'intérêt, parce que je joins un de nos clients que j'aime bien, qui a été un sage homme, qui a mis son financement pendant 10 ans en bas de 3% dans sa business quand c'était le temps. Puis, c'était une bonne décision. Hein? Alors, lui, il l'a fait. Alors, toi, avec les taux qui sont rendus comme ils sont rendus, là... qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la stratégie? C'est sûr que ça doit avoir le plus de capital puis moins de dette, là, mais comment réagissez-vous face à ça? Il faut se tenir avec du monde qui ont du cash. Alors, c'est ça, là. Non, tu soulèves le point, c'est d'utiliser moins d'effets leviers dans les entreprises, parce qu'écoutez, un financement fixé 5 ans nous coûtait l'an dernier 5,5 à 6%, puis aujourd'hui, le même financement est de près de 9%. Donc, en général, là, je veux pas, dépendant des entreprises et des effets de levier, donc c'est 400, 500 points de base de plus. Donc, ça affecte beaucoup les rendements, d'accord? Donc, plus d'équité, mais plus d'équité affecte aussi les rendements. Donc, il y a des exercices, dans beaucoup d'entreprises, il y a des exercices de coûts, de réduction de coûts. C'est une réalité. Il y a des entreprises dans lesquelles on va être obligé de faire des mises à pied temporaires en raison des diminutions de revenus là qui vont découler de toute cette contraction-là. Et également, c'est une opportunité pour, comme Mario disait aussi, d'agrandir l'entreprise à travers des acquisitions, comme et dans le secteur des cuisines, l'exemple qu'on parlait, Cuisine Action, qu'on vient d'acquérir cet été. Une belle entreprise et tout ça, mais là, on travaille sur une acquisition qui ferait en sorte que, à travers cette acquisition-là, on aurait des économies dans le manufacturier qui ferait en sorte qu'ils vont nous créer des synergies pour parer à une contraction potentielle dans les mises en chantier puis dans les rénovations, comme on s'attend. Là, on parle de qu'est-ce qui va bien, puis là, je veux pas te prendre hors ballon, là, mais y a-tu des fois que ça va moins bien ou y a-tu des difficultés que vous rendez à votre modèle d'affaires? Oui. Écoute, j'ai pas posé la question au fond, là, mais toi... Non, notre modèle d'affaires, écoutez, avec un portefeuille diversifié, comme on a, c'est évident qu'on passe en ce moment beaucoup plus de temps sur de nos entreprises qui ont des défis à faire face, soit des
des petits défauts bancaires pour ceux qui sont dans la salle, qui sont partenaires avec nous. Fait que vous lui demandez d'être patient. Oui, on passe beaucoup de temps, plus de temps. Je vous dirais, écoutez, en 2021, on a investi 300 millions de dollars dans 15 entreprises, dans 15 transactions. Cette année, ça va être une fraction de tout ça, point de vue. Ça va être des acquisitions très, très, très tactiques, mais on va passer beaucoup plus de temps, énergie, ressources internes et externes à gérer notre portefeuille. Mais on ne se décourage pas dans ce sens que nos 3 investissements les plus importants, on est propriétaire de ces investissements-là depuis plus de 10 ans. Donc, une autre, si je parle de la plateforme GLD Lagu, dirigée par Terry, qui est ici dans la salle, l'acquisition de Lavaltrac, qui avait 4 concessionnaires John Deere en 2011, puis on a décrit où ce que la plateforme est rendue aujourd'hui. Ça, c'est un secteur qui est résilient, là, l'agriculture, donc peut-être pas un exemple là, mais mettons dans notre plateforme de meubles, pareil, on est là depuis 2011, on est des années extraordinaires, bien entendu, durant la COVID, on a grandi beaucoup, on s'attend des années plus difficiles, mais on voit cette plateforme-là pour un autre 5 à 10 ans. Puis la question, c'est comment qu'on rémunère nos investisseurs dans des entreprises comme ça qu'on regarde à très long terme. Ben c'est évident qu'on a la pression et le devoir de retourner le capital dans un horizon là raisonnable. Donc, ce qu'on fait dans les cas qu'on a fait dans les 2 dernières années, c'est qu'on a ce qu'on appelle recapitaliser. Donc, on a invité des nouveaux investisseurs, invité ou essayé de convaincre des nouveaux investisseurs de se joindre aux plateformes et donner l'option aux investisseurs existants soit de recapitaliser, donc de cristalliser et de continuer à investir, ou bien de monétiser, soit en partie, soit de la totalité de leur investissement. Donc, y a-t-il une durée moyenne dans votre modèle d'affaires, là, typiquement de la durée? Là, j'aimerais dire oui, mais on a des maturités dans ce moment de 10-12 ans, comme je viens de décrire. Okay. Et on avait un investissement dans le sirop d'érable, dans la transformation de sirop d'érable qu'on a vendu en 2017, je crois, après 2 ans de détention. Donc, c'est opportuniste, mais je vous dirais que la tendance est de plus en plus à long terme. Et les idées là, des flips là, avec l'expansion de la profitabilité, oui, ça peut arriver, mais mettons que c'est pas la thèse d'investissement. Puis il y a peut-être au cas où pour rendre ça plus je sais pas là, je veux pas vous mettre en concurrence ton groupe avec nos amis institutionnels qui sont dans la salle, mais tout le monde se complète dans tout ça, mais il y a quand même, c'est quoi les points que tu pourrais dire peut-être je sais pas qu'il y a un moment qui reste de temps, mais je trouvais ça important de dire, de faire remarquer. Hein? C'est ça, t'as mieux pas répondre à la question parce que c'est un bon diplomate. Mais non, mais y a-tu c'est quoi si on peut dire la grande différence? Pourquoi qu'on irait dire, hey, on va aller ici avec Champlain plutôt qu'à d'aller avec, je sais pas moi, la caisse de dépôt, on va dire. Je sais pas s'ils sont dans la salle, mais c'est plus facile, on va dire qu'ils sont pas là. Non, il y a beaucoup une question de fit, de chimie personnelle entre les gens lorsqu'on essaie de convaincre un partenaire de faire équipe avec nous et vice-versa. Donc, que ce soit une institution, un groupe comme nous, un fonds plus traditionnel, il y a beaucoup cet élément-là, donc je peux pas dire que la seule chose que je pourrais dire qui nous différencie, pour certains, c'est intéressant, pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est que notre modèle d'affaires, nous, il est pas sans faille. C'est qu'il exige qu'à chaque fois qu'on investit dans une nouvelle entreprise, on négocie avec notre partenaire pour s'entendre sur des termes, puis en même temps, il faut négocier avec des investisseurs pour qu'ils viennent investir dans l'entreprise. Donc, il y a un risque d'exécution qui est plus élevé que les fonds traditionnels dans lesquels le capital est commis et le commandité va appeler le capital pour les transactions. Donc, nous, il y a un exercice parallèle qui fait en sorte que des fois, on est sous pression et on a eu des expériences, surtout lorsqu'il y a des changements importants dans l'entreprise entre le temps où on commence la transaction, où ce que là, faut un investisseur se retire, faut convaincre un autre investisseur et tout ça. Et on a plus de 150 entités qui sont investies chez Champlain à travers notre société de portefeuille. Donc, il y a beaucoup la règle du 80-20. Il y a des familles, des institutions, des plus gros montants, mais on invite aussi des investisseurs
à investir à des plus petits montants, bien entendu, qui sont accrédités pour développer des relations à long terme. Donc, il y a tout cet exercice-là, puis des fois, ça peut créer de la nervosité chez le partenaire, puis le partenaire peut dire, moi, j'aimerais mieux travailler qu'un fonds traditionnel. Bon, d'un autre côté, on pourrait dire que notre modèle est peut-être un peu plus flexible. Donc, pour des investisseurs ou des partenaires, on partage beaucoup la gouvernance. Donc, on a plus une approche de consensus, condamné à s'entendre, que d'imposer des sorties ou donc, pour certains, encore une fois, ça peut être plus accommodant. Pour d'autres, il y a mieux peut-être une rigidité plus forte. Donc, on trouve notre niche, mais on ne compte pas à tous les besoins non plus. Là. Non, un équilibre. C'est ça, exactement. On a des situations où nos institutionnels sont, entre guillemets, derrière vous. Exactement, absolument. Puis ils amènent leur point de vue, puis on voit qu'il y a un rendez-vous là où on trouve un terrain d'entente qui est très sain au final. Mais il faut prendre le temps de se parler, puis d'en faire. On prend l'habitude. Peut-être que ça serait bon qu'on prenne quelques questions, Jean-Christophe, au cas où, parce que je ne vais pas trop... c'est un modèle particulier, puis on voit ici M. Castonguay qui a une question. Oui. Ouais. Ouais. Ce que l'on voit, Philippe, puis nous, ce qu'on essaie de prioriser, c'est que il y a beaucoup de capital dans les marchés financiers. Contrairement à des récessions ou à des ralentissements précédents au début des années 2000, 2008, 2009, là, il y a énormément de liquidités. Donc, il y a une contraction qui est assez sévère, mais les gens, comme nous, sans prédire, mais on voit ça plus court terme. 2023 est une année où tous les surplus d'inventaire des produits de consommation à travers le supply chain vont puis on le voit là, des escomptes partout très, 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 très fortes. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités pour supporter les entreprises. Donc, ce qu'on fait beaucoup dans nos entreprises, c'est qu'on amène, je pense, dans 6 entreprises cette année, là, on n'a pas déjà où on va renforcer le bilan à travers des augmentations de capital. Ça se fait souvent à travers des actions privilégiées avec qui sont dernier dollar in, premier dollar sorti. On voit beaucoup ce concept-là, là, autant dans l'industrie de la technologie que aussi dans les secteurs plus traditionnels. Donc, je crois que les fonds, les groupes financiers vont être patients. C'est évident que ça va amener des plus longues maturités par rapport à la détention des investissements, mais on ne voit pas de vent de panique. Là. On voit qu'il y a du capital pour supporter, mais qu'il faut, bien entendu, convaincre. Dans notre cas à nous, c'est un exercice de plus de convaincre nos investisseurs. Comme je disais, on ne peut pas appeler ce capital-là, donc c'est un exercice de plus de retourner voir nos investisseurs qu'on est dans une situation difficile, de dire, écoutez, c'est temporaire, voici pourquoi, et investissez encore avec nous, et on va s'en sortir à terme. Merci. Oui. À nos entrepreneurs clients qui sont dans la salle de votre expérience, oui. Entrepreneurs qui contentent des acquisitions aujourd'hui, c'est quoi les pièges à éviter? Les pièges à éviter. Bon, écoutez, là, du point de vue personnel, parce que moi-même, j'ai vécu quand j'ai cofondé la firme Champlain, c'est d'être bien préparé tant au point de vue familial, d'avoir le support conjoint et enfants s'ils sont à un certain âge pour faire ce saut-là, parce qu'il y a énormément d'inconnus. C'est difficile de faire un passage à l'entrepreneurship sans avoir de faille donc c'est qu'il faut que la famille soit prête à que le train de vie peut être modifié à court terme, parce que là, les revenus récurrents vont diminuer et tout ça. Et également, pour l'entrepreneur, un coup que cette décision-là est prise, le choix du partenaire. Ce qui est intéressant aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a commencé il y a 20 ans, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de
d'options, d'accord? Donc, bien entendu, il y avait les fonds du Québec et tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup de fonds privés et d'instruments de dette subordonnée disponibles. Aujourd'hui, il y a une prolifération là, de création de fonds. Beaucoup de modèles comme nous. Je ne veux pas dire qu'on a peut-être été un peu plus précurseur, mais il y a beaucoup de gens qui ont suivi notre modèle d'affaires et qui font très bien. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que l'entrepreneur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options. Il peut discuter avec autrefois, il y avait 2-3 discussions, puis il fallait ça se traduisait par des termes plus difficiles. Aujourd'hui, l'entrepreneur, surtout s'il déniche une belle situation, peut bien magasiner donc ça, je trouve ça intéressant. Ce qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, ça serait peut-être les deux, mais le côté personnel parce que c'est évident. Tu sais, on pense tout le temps que quand on devient entrepreneur, on est libre de notre destinée, mais écoutez, là, j'ai jamais eu autant de reports que j'ai aujourd'hui parce qu'on on doit se reporter à nos clients, nos investisseurs, nos banquiers. Donc, ça change pas nécessairement la subordination à certaines personnes ou institutions. Mais d'un autre côté, bien entendu, on s'accomplit. Donc, je trouve ça très intéressant. Mais oui, je trouve que c'est un bon temps. Puis surtout dans des temps comme aujourd'hui, c'est plus difficile. Les entreprises ont un peu plus de difficultés. Peut-être plus d'entrepreneurs vont vouloir vendre leur entreprise. C'est parce qu'ils ont très bien fait les dernières années, puis ils voient ça plus difficile. Donc, de profiter peut-être d'un ajustement des prix pour acheter ces entreprises-là puis en profiter. Ah. Oui. Oui. Vous avez clairement expliqué que votre politique de sortie est loin d'être rigide. Oui. Et historiquement, vous avez fait une série de sorties. Oui. Quels ont été les critères déclencheurs? Et ce qui nous permet un deuxième volet. Êtes-vous plus vers brick and mortars and retail? Et quel est votre appétit pour les services? Oui. Première question, pour les sorties, écoutez, oui, on essaie de le prévoir, d'accord, avec c'est évident qu'on est dans un investissement depuis 5 à 7 ans, là, on va se poser la question. Dans certains cas, on a engagé des processus formels aidés par des aviseurs financiers externes avec une procédure qui peut prendre jusqu'à 1 an, là, de la conception du document pour marketer la compagnie jusqu'à sa fin. Je parle dans le cas des sirops d'érable, c'est une compagnie qui avait bidé en même temps que nous qu'on l'avait acheté, qui est revenu à la charge. Donc, il n'y a pas de solution magique, mais on regarde plusieurs de ces alternatives-là. Par rapport à nos intérêts, c'est évident qu'on est beaucoup plus bricks and mortars, comme vous décrivez, mais on aime beaucoup les services. On aime beaucoup les services parce que les services sont c'est low capex, dépenses en capitalisation, donc ça amène une conjoncture intéressante point de vue création de rendement. Donc, si on regarde, l'entreprise Gilles Delagu, c'est une entreprise de services de distribution. Donc, ce type d'entreprise-là, bien entendu, nous intéresse beaucoup. Merci. Oui, il y avait. Oui. On les a vus, mais ils sont retournés. Il y a eu en 2021, là, en 2021, il y avait beaucoup d'activités où ce que même nous, là, on parlait à des SPAC à certaines SPAC aux États-Unis pour monétiser certaines de nos entreprises de plus grande taille. Donc, on a embarqué mais pour s'apercevoir que après quelques mois, là, le marché a commencé à se contracter. Donc, on n'a pas pu profiter de mais ceux qui en ont profité, aujourd'hui, ont aussi certains challenges parce que dans un SPAC, c'est pas une monétisation instantanée. C'est une fusion et on devient détenteur d'actions et tout ça. Souvent, ces actions-là sont subordonnées au sponsor qui a initié le SPAC. Donc, les valeurs de SPAC ont été très, très, très affligées dans la correction des marchés boursiers. Mais oui, ça a été un phénomène. Puis il y a eu un phénomène canadien également. Il y a 6-7 ans, qui avait créé aussi beaucoup d'engouement, mais là aussi, il y a eu des échecs importants. Donc, le marché canadien aussi est fermé à ce niveau-là. Oui. C'est beaucoup une question de valeur, là. Oui. Madame. Oui. Oui.
Oui, écoutez, en quelques mots, on est partenaire, notre plus gros investissement est dans les maritimes, on est partenaire avec Novacap dans un investissement important dans la région de Chicago, dans les produits de plein air de barbecue, de cook. Et on est également associé à un fonds Champlain aux États-Unis. Bon, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais dans le domaine de banque d'investissement et la création de Champlain s'est faite aux États-Unis avec ce qu'on appelle un concept qui s'appelle SBIC, Small Business Investment Corporation, qui est un peu un cousin au FIER du Québec, mais à des tailles plus grandes. Donc, Champlain Capital Management, sur lequel je siège sur le comité de gestion et que je suis un commandité, gère 4 fonds plus traditionnels. Fait qu'on s'échange beaucoup d'informations. Nous, notre charte, c'est d'investir au Québec, au Canada. Je vous dis pas que dans le cas de l'investissement aux États-Unis avec Novacap, c'est une situation, les propriétaires étaient canadiens, tout ça, mais on aime conduire aller en automobile à nos compagnies. On aime conduire à nos réunions. Donc, préférentiellement, on va à Québec, on fait tout ça. Mais on dit pas non à des investissements à l'extérieur lorsque la valeur ajoutée est là. Donc, très bien. Ben, merci. Ça complète nos questions. Alors, un gros merci, Pierre. Merci.